Mais en restant sur cette idée qu'il me semble bien qu'au Grand Orient, on aime beaucoup gloser le politique, comment est-ce qu'on peut parler d'unité philosophique ou d'unité, ne serait-ce que mentale, de la franc-maçonnerie française quand une grande partie de ses obédiences récuse l'idée du débat politique en loge et que la principale d'entre elles, en nombre, finalement, on a fait quelque part sa culture propre? La question, c'est justement poser cette question-là, c'est montrer qu'on ne peut pas répondre à cette manière de la formuler. C'est-à-dire que si on dit est-ce que tous les l'unité de la franc-maçonnerie, ça veut dire que les francs-maçons, les francs-maçonnes dans un pays, d'abord, j'arrête ma phrase à cet endroit-là. Il y en a qui vont vous dire non, les francs-maçons, oui, mais les francs-maçonnes, je ne connais pas. Ça, donc vous voyez déjà, c'est une première facture. De dire cette phrase comme ça, il y a des gens qui vont vous dire ce n'est pas possible, les francs-maçonnes, ça n'existe pas. Donc là, on n'a même plus besoin de parler d'unité, on s'arrête et on va faire autre chose. Mais poursuivons la phrase. Est-ce que les francs-maçons et les francs-maçonnes, c'est la même chose, font la même chose, pensent la même chose? Évidemment non. Ce n'est pas vrai entre les obédiences. Mais est-ce que c'est vrai à l'intérieur de chaque obédience? Est-ce que c'est vrai à l'intérieur de chaque loge? Est-ce que c'est vrai à l'intérieur de chaque franc-maçon? Alors si on pose la question de cette manière-là, on s'aperçoit qu'on va liquider rapidement un mauvais débat sur la question de savoir s'il faut que la franc-maçonnerie fasse des proclamations politiques ou qu'elle contribue au progrès de l'humanité ou de la société. Il y a 1000 endroits où on peut contribuer au progrès de l'humanité et de la société. Je ne sais pas si la franc-maçonnerie y contribue plus que d'autres. Mais quand on pose la question de cette manière-là, on veut simplement dire qu'est-ce qui fait que les francs-maçons, quelle que soit leur obédience, savent très bien quand ils ont affaire en face d'eux à un franc-maçon ou pas. C'est ça la vraie question. Je rencontre des frères du Grand Orient de France, de la Grande Loge nationale française, des sœurs de la Grande Loge féminine. Je sais parfaitement, même si nous sommes en désaccord sur un très grand nombre de points, et il ou sait que je sais qu'il ou elle sait, c'est bijectif, nous savons très bien que nous sommes en présence de francs-maçons. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien que nous reconnaissons implicitement et que l'unité de la franc-maçonnerie, l'unité basique de la franc-maçonnerie, elle est là indépendamment des frontières obédientielles et des proclamations officielles. Les francs-maçons, quand ils sont en présence les uns des autres, savent à qui ils ont affaire. C'est ça l'unité de la franc-maçonnerie. Indépendamment de cette reconnaissance par l'autre, il faut quand même dire une chose, nous pratiquons les mêmes rituels, nous possédons les mêmes symboles, et chacun ouvre ses travaux au nom de la franc-maçonnerie universelle. Nous sommes dans un espace aux dimensions du cosmos ordonné. Donc, il y a évidemment un corpus commun. Il y a un autre point commun en ce qui concerne la France. Je pense qu'il faudrait plutôt opposer, non pas le problème de l'unité française, mais de la différence entre les Anglais et les Français, deux conceptions de la maçonnerie. Et il y a par contre quelque chose de très important qui relève de l'initiation des femmes, c'est que la France est quand même le seul pays d'origine maçonnique, dès le XVIIIe siècle, qui va initier des femmes. Elles vont avoir une histoire extrêmement peu connue, à travers les loges d'adoption du Grand Orient de France au XVIIIe siècle. Par contre, au moment de cette période rayonnante du XIXe siècle, la maçonnerie féminine disparaît jusqu'à l'initiation de Maria de Rheims, et les femmes, à nouveau, première femme initiée, Maria de Rheims, c'est le droit humain aussi dont on doit parler, puisqu'elle va faire une place très importante aux femmes. Et puis la naissance des loges d'adoption auprès de la Grande Loge de France dès 1901, qui donneront à terme la naissance de l'obédience féminine, nous sommes quand même la première obédience féminine au monde, avec nos 14 000 membres, et nous avons donné naissance à de nombreuses obédiences en Europe et en Amérique. Ça veut dire quand même que les Français ont tout de suite accepté le principe que la femme était initiable, et nous ont reconnus et nous ont aidés à devenir une obédience au même titre que les grandes obédiences masculines.